Les grandes espérances de Charles Dickens, partie 15 du livre audio, chapitre 21 du tome 2. Mes mains avaient été pansées 2 ou 3 fois pendant la nuit et encore dans la matinée. Mon bras gauche était brûlé jusqu'au coude et moins fortement jusqu'à l'épaule. C'était très douloureux, mais les flammes avaient porté dans cette direction et je rendais grâce au ciel que cela ne fût pas plus grave. Ma main droite n'était pas assez sérieusement brûlée pour m'empêcher de remuer les doigts. Elle était bandée, bien entendu, mais d'une manière moins gênante que ma main et mon bras gauche. Je portais ceci en écharpe et je ne pouvais mettre mon paletot que comme un manteau libre sur mes épaules et fixé au cou. Mes cheveux avaient souffert du feu, mais ma tête et mon visage étaient saufs. Quand Herbert fut allé à Hammersmith et eut vu son père, il revint me voir et passa la journée à me soigner. C'était le plus tendre des gardes-malades. À certains moments, il m'enlevait mes bandages, les trempait dans un liquide réfrigérant qui était tout prêt et les replaçait avec une tendresse patiente, dont je lui étais profondément reconnaissant. D'abord, en me tenant tranquillement étendu sur le sofa, je trouvais extrêmement difficile, je pourrais dire impossible, de me débarrasser de l'impression de l'éclat des flammes, de leur vivacité, de leur bruit et de l'horrible odeur de brûlé. Si je m'assoupissais une minute, j'étais réveillée par les cris de Miss Havisham. Je la voyais courir vers moi avec ses hautes flammes au-dessus de sa tête. Cette souffrance de l'esprit était bien plus dure à supporter que toutes les douleurs corporelles que j'endurais, et Herbert, voyant cela, fit tout ce qu'il put pour tenir mon attention occupée. Nous ne parlions ni l'un ni l'autre du bateau, mais tous deux nous y pensions. Cela se voyait à l'empressement que nous mettions à éviter ce sujet, et par notre convention tacite, de faire du rétablissement de mes mains une question, non pas de semaines, mais d'heures. Ma première question, quand je sentis qu'Herbert avait été aux nouvelles, fut bien entendu de lui demander si tout allait bien en aval du fleuve. Comme il me répondit affirmativement, avec une gaieté et une confiance parfaite, nous ne reprîmes ce sujet que lorsque le jour commença à baisser. Mais alors, comme Herbert changeait les bandages, plutôt à la lueur du feu qu'à la lueur du dehors, il y revint spontanément. « Hier soir, je suis resté avec Provis 2 bonnes heures, Handel. »« Où était Clara ?»« Chère petite créature, dit Herbert. Elle est montée et descendue allant et venant chez son père toute la soirée. Il frappait perpétuellement au plancher dès qu'il la perdait de vue un instant. Je doute cependant qu'il puisse tenir longtemps. Que voulez-vous ? Avec du rhum et du poivre et du rhum. Je crois que bientôt il ne frappera plus. Et alors ? Vous vous marierez, Herbert ? Comment pourrais-je prendre soin de cette chère enfant autrement ? Étendez votre bras sur le dos du sofa, mon cher ami. Je vais m'asseoir là et ôter le bandage si graduellement et si doucement que vous ne saurez pas quand il sera enlevé. Je parlais de Provis. Savez-vous, Handel, qu'il gagne ? Je vous ai dit que je le croyais plus doux la dernière fois que je l'ai vu. Vous me l'avez dit, et c'est la vérité. Il s'est montré très communicatif hier soir, et il m'en a plus dit qu'il ne m'en avait dit de sa vie. Vous vous souvenez qu'il a parlé ici d'une femme avec laquelle il a eu bien des tracas ? Est-ce que je vous ai fait mal ? J'avais fait un mouvement, non pas à son toucher, mais à ses paroles, qui m'avaient fait tressaillir. J'avais oublié cela, Herbert, mais je m'en souviens, maintenant que vous en parlez. Eh bien, il est entré dans cette phase de sa vie, et c'est une phase bien sombre et bien affreuse. Vous la dirai-je ? Cela ne vous fatiguera pas maintenant ? Dites-moi tout, quand même. Répétez-moi chaque mot. Herbert se pencha en avant pour regarder de plus près, comme si ma réponse avait été plus prompte et plus vive qu'il ne s'y était attendu. « Votre tête est-elle calme ?» dit-il en la touchant. « Parfaitement, dis-je. Racontez-moi ce qu'a dit Provis, mon cher Herbert. »« Il paraît, dit Herbert. Voilà ce qui s'appelle ôter délicatement un bandage. Et maintenant, voici la blessure à l'air. Ça vous fait frissonner d'abord, mon cher ami, n'est-ce pas ? Mais cela vous fera du bien tout à l'heure.
Il paraît que la femme était une jeune femme et une femme jalouse et une femme vindicative. Vindicative, Herbert, au dernier degré. Quel dernier degré ? Jusqu'au meurtre. Est-ce que c'est trop froid sur la partie sensible ? Je ne le sens pas. Comment a-t-elle tué ? Qui a-t-elle tué ? Son action ne mérite peut-être pas un nom aussi terrible, dit Herbert, mais elle a été jugée pour cela, et c'est M. Jaggers qui l'a défendue. Et le bruit de cette défense fit connaître son nom à Provis. La victime était une autre femme, plus forte, et il y avait eu lutte dans une grange. Qui avait commencé, qui avait tort ou raison, il y avait doute. Mais comment cela avait fini, ce n'était pas douteux, car on trouva la victime étranglée. La femme fut-elle déclarée coupable ? Non, elle fut acquittée. Mon pauvre Handel, je vous fais mal. Il est impossible d'être plus doux, Herbert. Oui, et ensuite ? Cette jeune femme acquittée et Provis, dit Herbert, avait un petit enfant que Provis aimait excessivement. Le soir de la même nuit où l'objet de sa jalousie fut étranglé, comme je vous l'ai dit, la jeune femme se présenta devant Provis un seul moment et jura qu'elle ferait mourir l'enfant, lequel était en sa possession, et qu'il ne le reverrait jamais. Puis elle disparut. Là, voici votre plus mauvais bras confortablement arrangé dans son écharpe encore une fois. Et maintenant, il ne reste plus que la main droite, ce qui est chose bien plus facile. Je puis mieux faire par cette lumière que par une plus forte, car ma main est plus sûre quand je ne vois pas trop distinctement ces pauvres brûlures. Ne croyez-vous pas que votre respiration est affectée, mon pauvre ami ? Vous semblez respirer trop vite. C'est possible, Herbert. Cette femme a-t-elle tenu son serment ? Voilà la partie la plus sombre de la vie de Provis. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui dit oui. Mais certainement, mon cher ami, répondit Herbert d'un ton surpris, et en se penchant pour mieux voir. Il dit tout cela. Je n'en sais pas davantage. Non, ce n'est pas sûr. Maintenant, continua Herbert, avait-il maltraité la mère de l'enfant ou bien avait-il bien traité la mère de l'enfant ? Provis ne le dit pas, mais elle avait partagé quelque chose comme 4 ou 5 ans de la malheureuse vie qu'il nous a décrite au coin de ce feu, et il semble avoir ressenti de la pitié et de l'indulgence pour elle. Donc, craignant d'être appelé à déposer sur la disparition de l'enfant, et peut-être sur la cause de sa mort, il se cacha, se tint dans l'ombre, comme il dit, éloigné de tout, éloigné de la justice. On parla vaguement d'un certain homme du nom d'Abel, à propos duquel la jalousie s'était élevée. Après l'acquittement, elle disparut, et il perdit ainsi l'enfant et la mère de l'enfant. Je voudrais demander... Un moment, cher ami, dit Herbert, et j'ai fini. Ce mauvais génie de Compeyson, le pire des scélérats parmi beaucoup de scélérats, sachant qu'il se tenait caché à cette époque, et connaissant les raisons qui le faisaient agir ainsi, se servit, dans la suite, de ce qu'il savait pour le faire rester pauvre et le faire travailler plus dur. Il m'a été démontré, hier soir, que c'est là le point de départ de la haine de Provis. J'ai besoin de savoir, dis-je, et particulièrement, Herbert, s'il vous a dit quand cela est arrivé. Particulièrement ? Attendez, alors que je me souvienne de ce qu'il a dit à ce sujet. L'expression dont il s'est servi était « il y a un nombre d'années assez rond », et presque aussitôt après, j'entrai en relation avec Compeyson. Quel âge aviez-vous quand vous l'avez rencontré dans le petit cimetière ? Je crois que j'avais 7 ans. Cela était arrivé depuis 3 ou 4 ans, alors, dit-il, et vous lui avez rappelé la petite fille si tragiquement perdue, qui aurait eu à peu près votre âge. Herbert, dis-je après un court silence et d'un ton précipité. Me voyez-vous mieux à la lueur de la fenêtre ou à la lueur du feu ? À la lueur du feu, répondit Herbert, en se rapprochant encore. Regardez-moi. Je vous regarde, mon cher ami. Prenez-moi la main. Je la tiens, mon cher ami. Ne craignez-vous pas que j'ai un peu de fièvre ou que ma tête ne soit un peu dérangée par l'accident de la nuit dernière ? Non, mon cher ami, dit Herbert, après avoir pris le temps de m'examiner.
Vous êtes un peu agité, mais vous êtes tout à fait vous-même. Je sais que je suis bien moi-même, et l'homme que nous cachons près de la rivière là-bas est le père d'Estelle. Chapitre 22. Quel était mon but en montrant tant de chaleur à chercher et à prouver la parenté d'Estelle? Je ne saurais le dire. On verra tout à l'heure que la question ne se présentait pas à moi sous une forme bien distincte, jusqu'à ce qu'elle me fût formulée par une tête plus sage que la mienne. Mais quand Herbert et moi eûmes terminé notre conversation, je fus saisi de la conviction fiévreuse que je ne devais pas me reposer un instant, mais que je devais voir M. Jaggers, et arriver à apprendre l'entière vérité. Je ne sais réellement pas si je sentais que je faisais cela pour Estelle, ou si j'étais bien aise de reporter sur l'homme à la conservation duquel j'étais intéressé quelques rayons de l'intérêt romanesque qui l'avait si longtemps enveloppé. Peut-être cette dernière supposition est-elle plus près de la vérité. Quoi qu'il en soit, j'eus bien de la peine à me retenir d'aller dans Gerrard Street ce soir-là. Herbert me représenta que si je le faisais, je serais probablement obligé de garder le lit, et par conséquent incapable d'être utile lorsque la sûreté de notre fugitif dépendrait de moi. Ces sages conseils parvinrent seuls à calmer mon impatience. En répétant plusieurs fois que, quoi qu'il pût arriver, je devais aller chez M. Jaggers le lendemain, je consentis enfin à rester tranquille, à laisser panser mes blessures et à rester à la maison. De grand matin, le lendemain, nous sortîmes ensemble, et au coin de Gilespoor Street, près de Smithfield, je laissai Herbert prendre le chemin de la cité, et je me dirigeai vers la petite Bretagne. Il y avait des jours périodiques où M. Jaggers et Wemmick passaient en revue les comptes de l'étude, arrêtaient les balances et mettaient tout en ordre. Dans ces occasions, Wemmick portait ses livres et papiers dans le cabinet de M. Jaggers, et un des clercs du premier étage descendait dans le premier bureau. En voyant ce clerc à la place de Wemmick, ce matin-là, j'appris que c'était le jour des balances. Mais je n'étais pas fâché de trouver M. Jaggers et Wemmick ensemble, car Wemmick verrait alors par lui-même que je ne disais rien qui pouvait le compromettre. Mon apparition, avec mon bras en écharpe et mon paletot jeté sur mes épaules, favorisa mon projet. Quoique j'eusse adressé à M. Jaggers un récit succinct de l'accident, aussitôt que j'étais arrivé en ville, il me restait maintenant à lui donner tous les détails. Et la singularité de la circonstance rendit notre conversation moins sèche, moins roide et moins strictement judiciaire qu'elle ne l'était habituellement. Pendant que je narrais le désastre, M. Jaggers, selon son habitude, se tenait devant le feu. Wemmick se penchait sur le dos de sa chaise en me regardant fixement, les mains dans les poches de son paletot et sa plume horizontalement placée dans la bouche. Les deux ignobles bustes, toujours inséparables dans mon esprit des débats officiels, paraissaient se demander en eux-mêmes s'ils ne sentaient pas le feu en ce moment. Mon récit terminé et les questions épuisées, je produisis l'autorisation de Miss Havisham de recevoir les 900 livres pour Herbert. Les yeux de M. Jaggers rentrèrent un peu plus profondément dans sa tête quand je lui tendis les tablettes. Mais bientôt, il les fit passer à Wemmick en lui recommandant de préparer le bon sur le banquier pour qu'il y apposât sa signature. Pendant que cela s'exécutait, je regardais Wemmick qui écrivait et M. Jaggers qui me regardait en s'appuyant et en s'inclinant sur ses bottes bien cirées. « Je suis fâché, Pip, dit-il en mettant le bon dans ma poche quand il l'eut signé. Que nous n'ayons rien à faire pour vous. Miss Havisham a eu la bonté de me demander, répondis-je, si elle pouvait faire quelque chose pour moi, et je lui ai dit que non. Chacun doit connaître ses affaires, dit M. Jaggers, et je vis les lèvres de Wemmick former les mots « valeur portative ». Je ne lui aurais pas dit non, si j'avais été à votre place, dit M. Jaggers, mais chacun doit connaître ses affaires. Les affaires de chacun, dit Wemmick en me lançant un regard de reproche, ce sont les valeurs portatives. Croyant le moment venu de continuer le thème que j'avais à cœur, je dis, en me tournant vers M. Jaggers, « J'ai cependant demandé quelque chose à Miss Havisham, monsieur. Je l'ai priée de me donner quelques renseignements sur sa fille adoptive, et elle m'a dit tout ce qu'elle savait. »« Vraiment ?» fit M. Jaggers en se penchant pour regarder ses bottes.
Puis, en se redressant, « Ah, je ne pense pas que j'aurais fait cela si j'avais été à la place de Miss Havisham. Mais elle doit mieux connaître ses affaires que moi. J'en sais plus sur l'histoire de l'enfant adopté par Miss Havisham que Miss Havisham n'en sait elle-même. Je connais sa mère. » Monsieur Jaggers m'interrogea du regard et répéta « Sa mère ? Il n'y a pas 3 jours que j'ai vu sa mère. »« Ah, dit Monsieur Jaggers. Et vous aussi, vous l'avez vue, monsieur. Et plus récemment encore. »« Ah, dit Monsieur Jaggers. Peut-être en sais-je plus de l'histoire d'Estelle que vous n'en savez vous-même, dis-je. Je connais aussi son père. » Il y eut un certain temps d'arrêt dans les manières de Monsieur Jaggers. Il était trop maître de lui-même pour les changer, mais il ne put s'empêcher de faire un indéfinissable mouvement d'attention. Puis il m'assura qu'il ne savait pas qui était son père. J'avais soupçonné que Provis n'était devenu le client de Monsieur Jaggers qu'environ 4 ans plus tard, et qu'il n'avait plus alors aucune raison de faire valoir son identité. Mais je n'avais pu être certain de cette ignorance de Monsieur Jaggers auparavant, bien que j'en fusse parfaitement certain alors. « Ainsi, vous connaissez le père de la jeune dame, Pip ?» dit Monsieur Jaggers. « Oui, répondis-je. Et il s'appelle Provis, de la Nouvelle-Galles du Sud. » Monsieur Jaggers lui-même tressaillit quand je dis ces mots. C'était le plus léger tressaillement qui pût échapper à un homme. Le plus soigneusement réprimé et le plus vite étouffé, mais il eut un tressaillement, bien qu'il le cachât en partie en le confondant avec le mouvement qu'il fit pour prendre son mouchoir dans sa poche. Il me serait impossible de dire comment Wemmick reçut cette nouvelle. J'évitais de le regarder en ce moment, de peur que la finesse de M. Jaggers ne découvrît qu'il y avait eu entre nous quelque communication qu'il ignorerait. « Et les preuves, Pip ?» demanda M. Jaggers d'une manière calme, en arrêtant son mouchoir à mi-chemin de son nez. « Est-ce Provis qui prétend cela ?»« Il ne le dit pas, dis-je. Il ne l'a jamais dit. Il ne connaît rien et il ne croit pas à l'existence de sa fille. » Pour une fois, le puissant mouchoir de poche manqua son effet. Ma réponse avait été si inattendue que M. Jaggers remit le mouchoir dans sa poche, sans compléter l'acte ordinaire, se croisa les bras et me regarda avec une froide attention, bien qu'avec un visage impassible. Je lui dis alors tout ce que je savais et comment je le savais, avec la seule réserve que je lui laissais croire que je tenais de Miss Havisham ce qu'en réalité je tenais de Wemmick. J'agis même avec beaucoup de prudence à cet égard. Je ne regardai pas une seule fois du côté de Wemmick avant d'avoir fini tout ce que j'avais à dire, et j'avais, pendant un moment, soutenu en silence le regard de M. Jaggers. Quand à la fin je tournai les yeux du côté de Wemmick, je vis qu'il avait retiré sa plume de sa bouche et qu'il était occupé au bureau. « Ah !» dit enfin M. Jaggers en se rapprochant des papiers qui se trouvaient sur la table. « Où étions-nous, Wemmick, quand M. Pip est entré ?» Mais je ne pouvais pas me laisser ainsi mettre de côté, et je lui adressai un appel passionné, presque indigné, pour être plus franc et plus généreux avec moi. Je lui rappelai les fausses espérances par lesquelles j'avais passé, la longueur du temps qu'elles avaient duré, la découverte que j'avais faite, et je fis allusion au danger qui pesait sur mon esprit. Je me représentais comme étant certainement bien digne d'un peu de confiance de sa part, en retour de la confidence que je venais de lui faire. Je dis que je ne le blâmais pas, que je ne le soupçonnais pas, que je ne me défiais pas de lui, mais que j'avais besoin qu'il m'assurât de la vérité et que s'il me demandait pourquoi j'en avais besoin et pourquoi je pensais y avoir des droits, je lui dirais, quoique ces pauvres rêves lui importassent peu, que j'avais aimé Estelle longtemps et tendrement et que, bien que je l'eusse perdue et que je dusse vivre dans l'abandon, tout ce qui la concernait m'était encore plus proche et plus cher que toute autre chose au monde. Voyant que M. Jaggers se tenait immobile et silencieux, et apparemment insensible à cet appel, je me tournai vers Wemmick et dis « Wemmick, je vous sais un cœur tendre, j'ai vu votre charmant intérieur et votre vieux père, et tous les plaisirs innocents dans lesquels vous reposez votre vie affairée. Je vous supplie de dire un mot à M. Jaggers, et de lui représenter que, tout bien considéré, il doit être plus ouvert avec moi. »
Je n'ai jamais vu deux hommes se regarder d'une manière plus extraordinaire que M. Jaggers et Wemmick après cette apostrophe. D'abord, l'idée que Wemmick allait être remercié de sa place me traversa l'esprit, mais elle s'évanouit quand je vis M. Jaggers céder à quelque chose comme un sourire, et Wemmick devenir plus hardi. « Qu'est-ce que tout cela ?» dit M. Jaggers. « Vous avez un vieux père et vous vous livrez à des plaisirs innocents ? Eh bien, je ne les apporte pas ici. »« Pip, » dit M. Jaggers en posant sa main sur mon bras et souriant ouvertement, « cet homme doit être le menteur le plus rusé de tout Londres. »« Pas le moins du monde, » répondit Wemmick, s'enhardissant de plus en plus. « Je crois que vous en êtes un autre. » Ils échangèrent encore une fois leurs singuliers regards, chacun paraissant craindre que l'autre ne l'emportât sur lui. « Vous avez un intérieur charmant. »« Puisque cela ne gêne pas les affaires, » repartit Wemmick. « Qu'est-ce que cela vous fait ? Maintenant que je vous regarde, monsieur, je ne serais pas étonné si un de ces jours vous cherchez à avoir un intérieur agréable quand vous serez fatigué du travail. » M. Jaggers fit 2 ou 3 signes de tête rétrospectifs et poussa un soupir. « Pip, » dit-il, « ne parlons plus de ces pauvres rêves. Vous en savez sur ces sortes de choses plus que moi, car vous avez une expérience plus fraîche. Mais, à propos de cette autre affaire, je vais vous faire une supposition. Mais faites attention que je n'admets rien. » Il attendit que je déclarasse que je comprenais parfaitement qu'il avait expressément signifié qu'il n'admettait rien. « Maintenant, Pip, » dit M. Jaggers, « supposez qu'une femme, dans des circonstances semblables à celles que vous avez mentionnées, ait tenu son enfant caché et ait été obligée de communiquer le fait à son conseil légal, sur l'observation faite par celui-ci qu'il doit tout savoir pour régler la latitude de sa défense, tout, même ce qui concerne l'enfance. Supposez qu'à la même époque, le Conseil ait eu mission de trouver un enfant qu'une dame riche et excentrique voulait adopter et élever. Je vous suis, monsieur. Supposez que le Conseil vécût dans une atmosphère de mal et que tous les enfants qu'il voyait étaient destinés, en grand nombre, à une perte certaine. Supposez qu'il voyait souvent des enfants jugés solennellement par une cour criminelle où il fallait les soulever pour qu'on les aperçût. Supposez qu'il en vit habituellement un grand nombre emprisonnés, fouettés, transportés, négligés, repoussés, ayant toutes les qualités requises par le bourreau et grandissant pour la potence. Supposez qu'il avait raison de regarder presque tous les enfants qu'il voyait dans sa vie d'affaires comme autant de frais qui devaient éclore en poissons destinés à venir dans ses filets pour être poursuivis et défendus, parjures, orphelins, endiablés d'une manière ou d'une autre. Je vous écoute, monsieur. Supposez, Pip, que dans le nombre, il y avait une jolie petite fille qu'on pouvait sauver, que son père croyait morte et pour laquelle il n'osait faire aucune démarche, et à la mère de laquelle le conseil légal avait le droit de dire « Je sais ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Vous êtes arrivé de telle ou telle manière. Voilà comment vous avez attaqué. Voilà comment on s'est défendu. Vous avez été ça et là. Vous avez fait telle et telle chose pour détourner les soupçons. Je vous ai suivi à la piste partout et je puis le dire à vous et à tous. Séparez-vous de l'enfant, à moins qu'il ne soit nécessaire de la produire pour nous sauver. Si vous êtes sauvé, votre enfant est sauvé aussi. Si vous êtes perdu, votre enfant est encore sauvé. Supposez que tout cela fût fait et que la femme fût acquittée. Mais si je n'admets rien de tout cela, si vous n'admettez rien de tout cela, et Wemmick répéta, vous n'admettez rien de tout cela ? Supposez, Pip, que la passion et la crainte de la mort aient un peu ébranlé l'intelligence de cette femme et que lorsqu'elle fut rendue à la liberté, elle se soit retirée du monde et soit venue demander un asile à son conseil. Supposez qu'il l'ait prise et qu'il ait su contenir l'ancienne nature sauvage et violente de sa cliente toutes les fois qu'elle faisait mine de reparaître, en conservant sur elle son ancien pouvoir. Comprenez-vous ce cas imaginaire ? Parfaitement. Supposez que l'enfant grandit et fit un mariage d'argent, que la mère vécut encore, que le père vécut encore, que le père et la mère, inconnus l'un à l'autre, demeurassent à des milles de stade ou de mètres, comme vous voudrez, l'un de l'autre, que le secret fût encore un secret, excepté pour vous qui en avez eu vent.
Gardez-le vous-même en ce dernier cas, avec beaucoup de soin. Je le ferai. Et je demande à Wemmick de le garder en lui-même avec beaucoup de soin. Et Wemmick dit « Je le ferai. » En faveur de qui voudriez-vous révéler ce secret ? Pour le père ? Je pense qu'il ne serait pas beaucoup meilleur pour lui que pour la mère. Pour la mère ? Je pense que si elle a commis un pareil crime, elle ne serait plus en sûreté où elle est. Pour la fille ? Je crois qu'il ne lui servirait à rien d'établir sa parenté pour l'édification de son mari et de retomber dans la honte après y avoir échappé pendant 20 ans et avec la presque certitude d'y échapper pour le reste de ses jours. Mais ajoutez le fait que vous l'avez aimée, Pip, et que vous avez fait de cette jeune fille le sujet de ces pauvres rêves qui, à une époque ou une autre, ont été dans la tête de beaucoup plus d'hommes que vous ne paraissez le penser. Alors je vous dis que vous feriez mieux, et vous le ferez au plus vite, quand vous y aurez bien songé, de couper votre main gauche avec votre main droite, et ensuite de passer celle qui a coupé l'autre à Wemmick, que voilà, pour qu'il la coupe aussi. Je tournai les yeux vers Wemmick, dont le visage était devenu très sérieux. Il posa gravement son index sur ses lèvres. Je fis comme lui. Monsieur Jaggers aussi. « Maintenant, Wemmick, dit ce dernier en reprenant son ton habituel, où en étions-nous quand monsieur Pip est entré ?» Me retirant de côté, pendant qu'il travaillait, je remarquai que les regards singuliers qu'ils avaient échangés se renouvelèrent plusieurs fois, avec cette différence cependant qu'alors chacun d'eux paraissait soupçonner, pour ne pas dire paraissait savoir, qu'il s'était laissé voir à l'autre sous un jour faible et qui n'était pas dans l'esprit de la profession. Pour cette raison, ils se montrèrent inflexibles l'un envers l'autre, M. Jaggers en se posant hautement en maître et Wemmick en s'obstinant à se justifier quand il trouvait la moindre occasion de le faire. Jamais je ne les avais vus en si mauvais termes, car généralement ils s'entendaient bien ensemble. Mais ils furent heureusement secourus par l'apparition opportune de Mike, le client à casquette de loutre, qui avait l'habitude d'essuyer son nez sur sa manche et que j'avais vu la première fois que j'étais entré dans ces murs. Cet individu qui, pour son propre compte ou pour celui de quelques membres de sa famille, semblait toujours être dans l'embarras, l'embarras ici signifiait Newgate, venait annoncer que sa fille aînée avait été arrêtée et était inculpée de vol dans une boutique. Pendant qu'il faisait part de cette triste circonstance à Wemmick, M. Jaggers se tenait magistralement devant le feu, sans prendre part à ce qui se disait. Une larme brilla dans l'œil de Mike. « Qu'avez-vous encore » demanda Wemmick avec la plus profonde indignation. « Pourquoi venez-vous pleurnicher ici ?»« Je ne suis pas venu pour cela, monsieur Wemmick. »« Si fait, dit Wemmick. Comment osez-vous ? Vous n'êtes pas dans un état convenable pour venir ici. Si vous ne pouvez venir sans cracher comme une mauvaise plume. Qu'est-ce que cela signifie ? » « On n'est pas maître de ses sentiments, monsieur Wemmick, commença Mike. « C'est quoi » demanda Wemmick tout furieux. « Dites-le encore. »« Voyons, tenez, mon brave homme, dit M. Jaggers en faisant un pas en avant et en montrant la porte. Sortez de mon étude. Je ne veux pas de sentiments ici. Sortez. C'est bien fait, dit Wemmick. Sortez. Donc, l'infortuné Mike se retira très humblement et M. Jaggers et Wemmick semblèrent avoir repris leur bonne intelligence et continuèrent à travailler avec le même air de contentement que s'ils venaient de bien déjeuner ensemble. Chapitre 23. De la petite Bretagne, je me rendis avec son bon dans ma poche chez le frère de Miss Skiffins, le comptable. Et le frère de Miss Skiffins, le comptable, alla tout droit chez Clarriker et me ramena Clarriker. J'eus donc la grande satisfaction de terminer à mon gré l'affaire d'Herbert. C'était la seule bonne chose et la seule chose complète que j'avais faite depuis le jour où j'avais conçu mes grandes espérances. Clarriker m'apprit en cette occasion que les affaires de sa maison progressaient rapidement, qu'il pouvait maintenant établir une petite succursale en Orient, ce qui était devenu très nécessaire pour l'extension des affaires, et qu'Herbert, dans sa nouvelle situation d'associé, irait la surveiller.
Je vis que je devais me préparer à me séparer de mon ami avant même que mes propres affaires fussent en meilleur état. Et alors, je crus réellement sentir que ma dernière ancre de salut perdait de sa solidité et que j'allais bientôt devenir le jouet des vagues et des vents. Mais je trouvai une récompense dans la joie avec laquelle Herbert rentra le soir et me fit part de son bonheur, s'imaginant peu qu'il ne m'apprenait rien de nouveau. Il esquissait des tableaux imaginaires, il se voyait conduisant Clara Barley dans le pays des 1001 nuits, et j'allais les rejoindre avec une caravane de chameaux, je crois, et nous remontions le Nil en voyant des merveilles. Sans m'exagérer la part que j'avais dans ces brillants projets, je sentais qu'Herbert était en bonne voie de réussite et que le vieux Bill Barley n'avait qu'à bien s'attacher à son poivre et à son rhum pour que sa fille ne manquât bientôt plus de rien. Nous étions maintenant en mars. Mon bras gauche, quoique ne présentant pas de mauvais symptômes, fut long à guérir. Il m'était encore impossible de mettre un habit. Ma main droite était passablement rétablie, déformée, il est vrai, mais faisant parfaitement son service. Un lundi matin, pendant que Herbert et moi nous déjeunions, je reçus par la poste cette lettre de Wemmick. Walworth. Brûlez ceci dès que vous l'aurez lu. Au commencement de la semaine, mercredi, par exemple, vous pourriez faire ce que vous savez si vous vous sentiez disposé à l'essayer. Brûlez. Quand j'eus montré cette lettre à Herbert et que je l'eus mise au feu, pas avant pourtant de l'avoir tous deux apprise par cœur, nous songeâmes à ce qu'il fallait faire, car, bien entendu, on ne pouvait se dissimuler maintenant que j'étais incapable de rien faire. « J'y ai bien réfléchi, » dit Herbert, « et je pense connaître un meilleur moyen que de prendre un batelier de la Tamise. Prenons Startop. C'est une main habile, il nous aime beaucoup, il est honorable et dévoué. J'y avais songé plus d'une fois, mais que lui direz-vous, Herbert ? Il n'est pas nécessaire de lui en dire beaucoup. Laissons-le supposer que c'est une simple fantaisie, mais une fantaisie secrète, jusqu'à ce que le jour arrive. Alors vous lui direz qu'il y a d'urgentes raisons pour embarquer et éloigner Provis. Vous partez avec lui ? Sans doute. Où cela ? Il m'avait toujours semblé, dans les différentes réflexions inquiètes que j'avais faites sur ce point, que le port où nous devions nous diriger importait peu, que ce fût à Hambourg, Rotterdam ou Anvers, la ville ne signifiait presque rien, pourvu que nous fussions hors d'Angleterre. Tout steamer étranger que nous trouverions sur notre route, qui consentirait à nous prendre, ferait l'affaire. Je m'étais toujours proposé en moi-même de lui faire descendre en toute sûreté le fleuve dans le bateau, et certainement au-delà de Gravesend, qui était un lieu critique pour les recherches et les questions, si des soupçons s'étaient élevés. Comme les steamers étrangers quittent Londres vers l'heure de la marée, notre plan devait être de descendre le fleuve par un reflux antérieur et de nous tenir dans quelque endroit tranquille jusqu'à ce que nous puissions en gagner un. L'heure où nous serions rejoints, n'importe où cela serait, pouvait être facilement calculée en se renseignant d'avance. Hubert consentit à tout cela et nous sortîmes immédiatement après déjeuner pour commencer nos investigations. Nous apprîmes qu'un steamer pour Hambourg remplirait probablement au mieux notre but, et c'est principalement sur ce vaisseau que nous reportâmes nos pensées. Mais nous prîmes note que d'autres steamers étrangers quitteraient Londres par la même marée, et nous nous félicitâmes de connaître la forme et la couleur distinctives de chacun d'eux. Nous nous séparâmes alors pour quelques heures, moi pour me procurer de suite les passeports qui seraient utiles, Herbert pour aller trouver Startop. Nous fîmes tous deux ce que nous avions à faire, sans aucun empêchement, et, quand nous nous retrouvâmes, à 1 heure, tout était fait. J'avais, de mon côté, fait préparer les passeports. Herbert avait vu Startop, et celui-ci était plus que prêt à se joindre à nous. Ils devaient manœuvrer chacun avec une paire de rames, et moi je tiendrais le gouvernail. L'objet de mes soins devait rester assis et se tenir tranquille. Comme la vitesse n'était pas notre but, nous ferions assez de chemin. Nous convînmes qu'Herbert ne rentrerait pas dîner avant d'aller au moulin du bord de l'eau ce soir, qu'il n'irait pas du tout le lendemain soir mardi, qu'il avertirait Provis de descendre par un escalier le plus près possible de la maison, mercredi, quand il nous verrait approcher, et pas avant, que tous les arrangements avec lui seraient terminés ce lundi soir,
et qu'on ne communiquerait plus avec lui d'aucune manière avant de le prendre à bord. Ces précautions, bien convenues entre nous deux, je rentrai chez moi. En ouvrant la porte extérieure de nos chambres avec ma clé, je trouvai dans la boîte une lettre à mon adresse, une lettre très sale, bien qu'elle ne fût pas mal écrite. Elle avait été apportée, pendant mon absence, bien entendu, et voici ce qu'elle contenait. « Si vous ne craignez pas de venir au Vieux Marais, ce soir ou demain soir à 9h, et de venir à la maison de l'Éclusier, près du four à chaux, je vous conseille d'y venir. Si vous voulez des renseignements sur votre oncle Provis, venez, ne dites rien à personne, et ne perdez pas de temps. Vous devez venir seul. Apportez la présente avec vous. » J'avais déjà un assez grand fardeau sur l'esprit avant la réception de cette étrange missive. Que faire après ? Je ne pouvais le dire. Et le pire de tout, c'est qu'il fallait me décider promptement, ou je manquerais la voiture de l'après-midi, qui me conduirait assez à temps pour le soir. Je ne pouvais songer à y aller le lendemain soir. C'eût été trop rapproché de l'heure de notre fuite. Et puis l'information promise pouvait avoir quelque importance pour notre fuite elle-même. Si j'avais eu plus de temps pour réfléchir, je crois que je serais parti de même. Ayant à peine le temps de réfléchir, car ma montre me disait que la voiture allait partir dans une demi-heure, je résolus de quitter Londres. Je ne serais certainement pas parti sans les mots ayant rapport à mon oncle Provis. Mais cette lettre étant arrivée après la lettre de Wemmick et les préparatifs du matin, je me décidai. Il est si difficile de comprendre clairement le contenu de n'importe quelle lettre, quand on est fortement agité, que je dus relire la mienne 2 fois, avant que la recommandation de ne rien dire à personne pût entrer machinalement dans mon esprit. Je laissai un mot au crayon pour Herbert, où je lui disais que devant partir bientôt, et ne sachant pas pour combien de temps, j'avais décidé d'aller et de revenir en toute hâte pour m'assurer par moi-même comment Miss Havisham se trouvait. J'eus, après cela, tout juste le temps de mettre mon manteau, de fermer notre appartement et de gagner le bureau des voitures par le plus court chemin. Si j'avais pris une voiture de place et passé par les rues, j'aurais manqué mon but. En allant à pied, j'arrivai à la voiture au moment même où elle sortait de la cour. Quand je revins à moi, je me trouvais le seul voyageur cahoté dans l'intérieur, et j'avais de la paille jusqu'aux genoux. Je n'avais pas été réellement moi-même depuis la réception de la lettre, tant elle m'avait troublé, arrivant après la presse et les tracas du matin qui avaient été énormes, car après avoir désiré et longtemps attendu Herbert avec inquiétude, son avis était à la fin venu comme une surprise. Et maintenant, je commençais à m'étonner de me trouver dans une voiture, et à douter si j'avais des raisons suffisantes pour m'y trouver, et à considérer si je n'allais pas descendre et m'en retourner, et à trouver des arguments pour ne jamais céder à une lettre anonyme. En un mot, à passer par toutes les alternatives de contradiction et d'indécision auxquelles, je le suppose, peu de gens agités sont étrangers. Cependant, la mention du nom de Provis l'emporta sur tout. Je raisonnais comme j'avais déjà raisonné, si cela peut s'appeler raisonner, que dans le cas où il lui arriverait malheur, si je manquais d'y aller, je ne pourrais jamais me le pardonner. Nous arrivâmes à la nuit close, et le voyage me parut long et fatigant à moi qui ne pouvais voir que peu de choses de l'intérieur où j'étais, et qui, vu mon état impotent, ne pouvais monter à l'extérieur. Évitant le Cochon Bleu, je descendis à une auberge de réputation moindre, en bas de la ville, et je commandai à dîner. Pendant qu'on préparait mon repas, je me rendis à Satis House et m'informai de Miss Havisham. Elle était encore très malade, quoique regardée comme un peu mieux. Mon auberge avait autrefois fait partie d'un ancien couvent, et je dînais dans une petite salle commune octogone, comme celle des fonds baptismaux. Comme il m'était impossible de couper mes aliments, le vieil aubergiste le fit pour moi. Cela engagea la conversation entre nous. Il fut assez bon pour m'entretenir de ma propre histoire, en y ajoutant, bien entendu, le fait, devenu populaire, que Pumblechook avait été mon premier bienfaiteur et le fondateur de ma fortune. « Connaissez-vous ce jeune homme ?» dis-je. « Si je le connais, » répéta l'aubergiste, « depuis le temps où il était tout petit. » « Revient-il quelquefois dans le pays ?»« Oui, il revient, » dit l'hôtelier. « Chez ses grands amis,
de temps en temps, et il est froid pour l'homme qui l'a fait ce qu'il est. » »« Pour quel homme ? » ?»« Celui dont je veux parler, » dit l'hôtelier, « Monsieur Pumblechook. »« Est-il ingrat pour d'autres ? » ?»« Sans doute. Il le serait s'il le pouvait, » répondit l'hôtelier. « Mais il ne le peut pas. Et pourquoi ? Parce que Pumblechook a tout fait pour lui. » »« Est-ce que Pumblechook dit cela ? » ?»« S'il dit cela, » répéta l'hôtelier, « il n'a pas besoin de le dire. »« Mais le dit-il ? » ?»« C'est à faire devenir le sang d'un homme blanc comme du vinaigre, de l'entendre le raconter, monsieur, » dit l'aubergiste. Et pourtant, pensai-je en moi-même, Joe, cher Joe, tu n'en parles jamais, toi. Joe, affectueux et indulgent, tu ne te plains jamais, toi. Ni toi non plus, charmante et bonne Biddy. Votre appétit se ressent de votre accident, dit l'aubergiste en jetant les yeux sur le bras qui était bandé sous mon paletot. Essayez d'un morceau plus tendre. Non, merci, répondis-je en quittant la table pour m'approcher du feu. Je ne puis manger davantage. Veuillez enlever tout cela. Je n'avais jamais été frappé d'une manière plus sensible de mon ingratitude envers Joe que par l'imposture effrontée de Pumblechook. Le faux, c'était lui. Le vrai, c'était Joe. Le plus vil, c'était lui. Le plus noble, c'était toujours Joe. Je me sentis profondément et très injustement humilié quand je songeais devant le feu pendant 1 heure et plus. Le bruit de l'horloge me réveilla, mais non de mon abattement et de mes remords. Je me levai, fis agrafer mon manteau sous mon cou et sortis. J'avais d'abord cherché dans ma poche la lettre, afin de m'y reporter de nouveau, mais je ne pus la trouver. J'étais contrarié de penser qu'elle avait dû tomber dans la paille de la voiture. Je savais cependant très bien que le lieu indiqué était la petite maison de l'éclusier, près du four à chaux, dans les marais, et à 9 heures. C'est donc vers les marais que je me dirigeais directement, car je n'avais pas de temps à perdre. Chapitre 24. Il faisait nuit noire, quoique la pleine lune commençât à se lever au moment où je quittais les terrains cultivés pour entrer dans les marais. Au-delà de leurs lignes sombres, il y avait un ruban de ciel clair, à peine assez large pour contenir la pleine lune rouge de feu. En quelques minutes, la lune avait disparu de ce champ clair, derrière des montagnes de nuages amoncelés les uns sur les autres. Il soufflait un vent mélancolique, et les marais étaient impossibles à voir. Un étranger les eût trouvés horribles, et même pour moi, ils étaient si navrants que j'hésitais, et que je me sentis à demi disposé à retourner sur mes pas. Mais je les connaissais bien, et j'y aurais trouvé mon chemin par une nuit encore plus noire. D'ailleurs, étant venu jusque-là, je n'avais vis-à-vis de moi-même nulle excuse pour retourner sur mes pas. J'étais venu contre mon gré, je continuais même presque involontairement. Le chemin que je pris n'était pas celui où se trouvait notre ancienne demeure, ni celui par lequel nous avions poursuivi les forçats. En marchant, je tournais le dos au ponton lointain, et bien que je pusse voir les vieilles lumières au loin sur les bancs de sable, je les voyais par-dessus mon épaule. Je connaissais le four à chaux aussi bien que la vieille batterie, mais ils étaient éloignés de plusieurs milles l'un de l'autre, de sorte que, si l'on avait allumé une lumière à chacun de ces points, il y aurait eu un long espace noir entre les deux clartés. D'abord, j'eus à fermer quelques clôtures après moi, et, de temps à autre, à m'arrêter pendant que les bestiaux, couchés dans le sentier à talus, se levaient et se jetaient tout effarés parmi les herbes et les roseaux. Mais peu après, il me sembla que j'avais toute la plaine à moi seul. Il se passa encore une demi-heure avant que j'arrivasse au four à chaux. La chaux brûlait avec une odeur lourde et étouffante, mais les feux étaient éteints et abandonnés, et l'on ne voyait aucun ouvrier. Tout près de là était une petite carrière. Elle se trouvait sur mon chemin, on y avait travaillé dans la journée, ainsi que je le vis aux brouettes et aux outils disséminés çà et là. En me retrouvant au niveau des marais, hors de cette excavation que le sentier traversait, je vis une lumière dans la vieille maison de l'éclusier. Je hâtai le pas et frappai à la porte. En attendant une réponse, je regardai autour de moi, et je remarquai que l'écluse avait été abandonnée et brisée, et que la maison, qui était en bois,
avec un toit en tuiles, ne supporterait pas longtemps les injures du temps, si même elle les supportait encore, et que la boue et la vase étaient recouvertes de chaux, et que la vapeur étouffante du four m'arrivait sous des formes étranges. Cependant, on ne répondait pas. Je frappais de nouveau. Pas de réponse. J'essayais le loquet. Il se baissa sous ma main et la porte céda. En regardant à l'intérieur, je vis une chandelle allumée sur la table, un banc et un matelas sur un bois de lit à roulettes. Comme il y avait un grenier au-dessus, j'appelais et je criais « Y a-t-il quelqu'un ici ?» N'obtenant pas encore de réponse, je revins à la porte ne sachant que faire. Il commençait à pleuvoir très fort. Ne voyant rien que ce que j'avais déjà vu, je rentrai dans la maison et me tins à l'abri sous la porte, regardant au dehors, dans l'obscurité. Tandis que je me disais que quelqu'un avait dû venir ici récemment et devait bientôt y revenir, sans quoi la chandelle ne brûlerait pas, il me vint à l'idée de regarder si la mèche était longue. Je me tournai pour m'en assurer, et j'avais pris la chandelle dans ma main, quand elle fut éteinte par une violente secousse. Et la première chose que je compris, c'est que j'avais été pris dans un fort nœud coulant, jeté de derrière par-dessus ma tête. « Maintenant, dit en jurant une voix comprimée, je le tiens. Qu'est-ce ? M'écriai-je en me débattant. Qui est-ce ? Au secours ! Au secours ! Au secours ! Non seulement j'avais les bras serrés contre mon corps, mais la pression sur mon bras malade me causait une douleur infinie. Parfois, une forte main d'homme, d'autres fois, une forte poitrine d'homme était posée contre ma bouche pour étouffer mes cris, et toujours une haleine chaude était près de moi. Je luttais sans succès dans l'obscurité pendant qu'on m'attachait au mur. « Et maintenant, dit la voix comprimée, avec un autre juron, appelle au secours, et je ne serai pas long à en finir avec toi. » Faible et souffrant de mon bras malade, bouleversé par la surprise, et voyant cependant avec quelle facilité cette menace pouvait être mise à exécution, je cédai et j'essayai de dégager mon bras, si peu que ce fût, mais il était trop serré. Il me semblait qu'après avoir été brûlé d'abord, on le faisait bouillir maintenant. Des ténèbres absolues ayant succédé tout à coup à l'obscurité douteuse de la nuit, m'avertirent que l'homme avait fermé un volet. Après avoir cherché à tâtons pendant un instant, il trouva la pierre à fusil et le fer dont il avait besoin, et il commença à battre le briquet. Je fixai ma vue sur les étincelles. Elles tombaient sur une mèche sur laquelle il soufflait, une allumette à la main. Mais je ne pouvais voir que ses lèvres et le point bleu de l'allumette, et encore je me les figurais plus que je ne les voyais. La mèche était humide, ce qui n'était pas étonnant dans cet endroit, et les étincelles s'éteignaient les unes après les autres. L'homme ne semblait pas pressé, et il continuait de frapper la pierre à fusil et le fer. Comme les étincelles tombaient en grand nombre autour de lui, je pus voir ses mains, qui touchaient presque sa figure, et supposer qu'il était assis et penché sur la table, mais rien de plus. Bientôt je vis ses lèvres bleues souffler de nouveau sur la mèche, et alors un éclat de lumière jaillit et me montra Orlik. Qui m'étais-je attendu à voir ? Je ne sais pas, mais ce n'était pas lui. En le voyant, je sentis que j'étais réellement dans une passe dangereuse, et je tins mes yeux fixés sur lui. Il alluma résolument la chandelle avec l'allumette enflammée, puis il la laissa tomber et mit le pied dessus. Ensuite, il mit la chandelle à une certaine distance de lui sur la table, de sorte qu'il pouvait me voir, et il s'assit sur la table, les bras croisés, et me regarda. Je découvris que j'étais lié à une forte échelle perpendiculaire, placée à quelques pouces de la muraille, et fixée en cet endroit pour aider à monter au grenier. « Maintenant, dit-il, quand nous nous fûmes regardés pendant quelque temps, je te tiens. Déliez-moi. Laissez-moi partir. Ah, répondit-il, je te laisserai partir. Je te laisserai partir à la lune. Je te laisserai partir aux étoiles, quand il en sera temps. Pourquoi m'avez-vous attiré ici ? Ne le sais-tu pas ? Dit-il avec un regard effrayant. Pourquoi vous êtes-vous jeté sur moi dans l'ombre ? Parce que je veux faire tout par moi-même. Un seul garde mieux un secret que deux. Oh, mon ennemi ! Mon ennemi ! Sa joie
au spectacle que je lui donnais, pendant qu'il était assis sur la table, les bras croisés, secouant la tête et se souriant à lui-même, montrait une méchanceté qui me faisait trembler. Pendant que je l'examinais en silence, il porta la main dans un coin à côté de lui et prit un fusil à monture de cuivre. « Connais-tu cela ?» dit-il en faisant mine de me mettre en joue. « Sais-tu où tu l'as déjà vu ? Parle, loup. »« Oui, répondis-je. »« Tu m'as pris ma place. Tu me l'as prise. Ose donc dire le contraire. » Pouvais-je faire autrement ? Tu as fait cela, et cela serait assez, sans plus. Comment as-tu osé te mettre entre moi et la jeune femme que j'aimais ? Quand l'ai-je fait ? Quand ne l'as-tu pas fait ? C'est toi qui, constamment, devant elle, donnais un vilain renom aux vieilles Orlick. C'est vous-même, vous aviez gagné ce nom vous-même. Je n'aurais pu vous faire de mal si vous ne vous en étiez pas fait à vous-même. Tu es un menteur, et tu aurais pris n'importe quelle peine et dépensé n'importe quel argent pour me faire quitter ce pays, n'est-ce pas ? Dit-il en répétant les paroles que j'avais dites à Bidi la dernière fois que je l'avais vu. Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Tu n'aurais jamais pu prendre la peine de me faire quitter ce pays plus à propos que ce soir. Ah, quand même cela t'aurait coûté 20 fois l'argent que tu as dit, tout jusqu'au dernier liard. Comme il agitait vers moi sa lourde main et qu'il montrait ses dents en grondant comme un tigre, je sentais qu'il avait raison. « Qu'allez-vous faire ?»« Je vais, dit-il, en frappant un vigoureux coup de poing sur la table et se levant pendant que ce coup tombait. « Je vais t'ôter la vie. » Il se pencha en avant en me regardant fixement, desserra lentement son poing crispé et le passa en travers de sa bouche comme si elle écumait pour moi. Puis il se rassit. « Tu t'es toujours retrouvé sur le chemin du vieil Orlick depuis ton enfance. Tu vas cesser d'y être ce soir même. Il ne veut plus entendre parler de toi. Tu es mort. » Je sentais que j'étais sur le bord de ma tombe. Un instant, je cherchais autour de moi une chance de salut, mais il n'y en avait aucune. « Plus que cela, dit-il en croisant encore une fois ses bras et restant assis sur la table. Je ne veux pas qu'un seul morceau de ta peau, qu'un seul de tes os reste sur la terre. Je vais mettre ton corps dans le four à chaud. Je voudrais en porter 2 comme cela sur mes épaules. L'on supposera après tout ce qu'on voudra de toi. On ne saura jamais ce que tu es devenu. » Mon esprit suivit avec une inconcevable rapidité les conséquences d'une pareille mort. Le père d'Estelle croirait que je l'avais abandonné, serait pris et mourrait en m'accusant. Herbert lui-même douterait de moi quand il comparerait la lettre que je lui avais laissée avec le fait que je n'étais resté qu'un moment à la porte de Miss Havisham. Joe et Biddy ignoreraient toujours quel chagrin j'avais éprouvé cette nuit-ci. Personne ne saurait jamais ce que j'avais souffert. Combien j'avais voulu être sincère. Par quelle agonie j'avais passé. La mort qui se dressait devant moi était horrible. Mais bien plus horrible que la mort était la crainte de laisser de mauvais souvenirs après ma mort. Mes pensées faisaient tant de chemin que je me croyais méprisée par les générations à naître, par les enfants d'Estelle et leurs enfants. Tout cela pendant que les paroles du misérable étaient encore sur ses lèvres. « Eh bien, loup, dit-il, avant que je te tue comme une bête, ce que j'ai l'intention de faire et ce pourquoi je t'ai attaché, je veux encore te bien regarder et bien m'exciter. Oh, mon ennemi !» Il me vint à l'idée de crier encore au secours, bien que personne ne connût mieux que moi la solitude du lieu et le peu d'espoir qu'il y avait d'être entendu. Mais pendant qu'il se repaissait de ma vue, je me sentis soutenue par une haine et un mépris de lui qui scellèrent mes lèvres. Tout bien considéré, je résolus de ne pas le menacer et de mourir sans faire une dernière et inutile résistance. Calmé par la pensée que le reste des hommes est réduit à cette cruelle extrémité, demandant pardon au ciel comme je le faisais, attendri comme je l'étais par la pensée que je n'avais pas dit adieu et ne pourrais jamais, jamais dire adieu à ceux qui m'étaient chers, et que je ne pourrais jamais leur donner d'explication ni réclamer leur compassion pour mes misérables erreurs, et cependant, si j'avais pu le tuer, même en ce moment, je l'aurais fait. Il avait bu, et ses yeux étaient rouges et sanglants. À son cou pendait une grande boîte en fer blanc dans laquelle je l'avais souvent vu autrefois prendre sa nourriture et sa boisson.
Il porta la bouteille à ses lèvres et but un long coup, et je sentais la liqueur que je voyais filtrer sous son visage. « Lou, dit-il en se croisant encore les bras, le vieil Orlik va te dire quelque chose. C'est toi qui as tué ta mégère de sœur. » De nouveau, mon esprit, avec son inconcevable rapidité de tout à l'heure, avait épuisé tout ce qui se rapportait à l'attentat commis sur ma sœur, à sa maladie et à sa mort, avant que sa parole lente et hésitante eût formé ces mots. « C'est vous, scélérat, dis-je. Je te dis que c'est toi. Je te dis que c'est toi qui as été cause de tout, répondit-il en prenant le fusil et donnant un coup de crosse dans l'espace vide qui se trouvait entre nous. Je suis arrivé sur elle par derrière, comme je suis arrivé sur toi ce soir. Je l'ai frappée. Je l'ai laissée pour morte. Et s'il y avait eu un four à chaud tout près, comme il y en a un près de toi, elle ne serait pas revenue à la vie. Mais ce n'est pas le vieil Orlik qui a fait tout cela, c'est toi. On t'a favorisé, et on l'a maltraité et battu. Ah, tu vas me le payer. Tu l'as fait. Maintenant, tu vas le payer. » Il but encore et devint plus furieux. Je voyais, à l'inclinaison qu'il donnait à la bouteille, qu'il n'y restait presque rien. Je comprenais distinctement qu'il s'excitait avec son contenu à en finir avec moi. Je savais que chaque goutte qu'elle contenait était une goutte de ma vie. Je savais que lorsque je serais changé en une partie de cette vapeur, qui arrivait peu à peu jusqu'à moi, comme un dernier avertissement, il ferait comme il avait fait pour ma sœur. Puis il se rendrait en toute hâte à la ville, où on le verrait se dandiner et boire dans les tavernes. Ma pensée rapide le poursuivait jusqu'à la ville, et se formait un tableau des rues où il se promenait, et comparait leur lumière et leur animation avec les marais solitaires et avec la blanche vapeur dans laquelle j'avais été dissous, et qui s'étendait sur eux. Non seulement j'aurais pu compter des années et des années, pendant qu'il disait une douzaine de mots, mais ce qu'il me disait me représentait des images et non de simples mots. Dans la surexcitation et l'exaltation de mon cerveau, je ne pouvais penser à un endroit sans le voir, ni à n'importe quelle personne sans les voir. Il est impossible de peindre la vivacité de ces images, et cependant je suivais Orlik des yeux avec autant d'attention pendant tout ce temps que le tigre prêt à s'élancer sur sa proie. Je voyais jusqu'au plus léger mouvement de ses doigts. Quand il eut bu cette seconde fois, il se leva du banc sur lequel il était assis et poussa la table de côté. Puis il prit la chandelle et, se formant un abat-jour avec sa main meurtrière, de manière à renvoyer la lumière sur moi, il se tint debout devant moi, me regarda et parut se repaître de ma vue. « Lou, je vais te dire quelque chose de plus. C'est le vieil Orlik que tu as heurté sur ton escalier, l'autre nuit, dans le temple. » Je vis l'escalier avec ses lampes éteintes. Je vis l'ombre de la massive rampe projetée sur la muraille par la lanterne du veilleur de nuit. Je vis les chambres que je ne devais jamais plus revoir. Ici, une porte entr'ouverte, là, une porte fermée, tous les meubles çà et là. Et pourquoi le vieil Orlik était-il là ? Je vais te dire quelque chose de plus, Lou. Toi et elle m'avez si bien chassé de ce pays, en m'empêchant d'y gagner ma vie, que j'ai choisi de nouveaux compagnons et de nouveaux maîtres. Les uns écrivent mes lettres quand j'en ai besoin. Entends-tu ? Écrivent mes lettres, Lou. Écrivent 50 écritures. Ce n'est pas comme ton faquin d'individu qui n'en sait écrire qu'une. J'ai eu la ferme intention et la ferme volonté de t'ôter la vie depuis que tu es venu ici à l'enterrement de ta sœur. Je n'ai pas trouvé le moyen de me saisir de toi et je t'ai suivi pour connaître tes allées et tes venues. Car, s'est dit le vieil Orlik en lui-même, d'une manière ou d'une autre, je l'attraperai. Eh quoi, en te cherchant, j'ai trouvé ton oncle Provis. Eh ! Le moulin du bord de l'eau, le bassin aux écus et la vieille corderie, le tout si clair et si net. Provis dans sa chambre et le signal convenu, la jolie Clara, la bonne femme si maternelle, le vieux Bill Barley sur son dos. Le tout passa devant moi comme le cours rapide de ma vie, en descendant promptement vers la mer. Mais je te tiens, et ton oncle aussi. Quand je t'ai connu chez Gargery, tu étais un loup si petit que j'aurais dû te pendre le cou entre ce doigt et le pouce, et t'étrangler, comme j'ai pensé souvent à le faire. Quand je te voyais flâner parmi les joncs le dimanche,
Et tu n'avais pas encore trouvé d'oncle, toi, dans ce temps-là. Mais pense à ce que le vieil Orlick a éprouvé lorsqu'il a entendu dire que ton oncle Provis avait probablement traîné le fer que le vieil Orlick avait ramassé, limé en deux dans ses marais, il y a tant d'années, et qu'il a gardé jusqu'au jour où il s'en est servi pour assommer ta sœur comme un bœuf, et comme il entend t'assommer, hein? Quand il a entendu cela, hein? Dans sa sauvage raillerie, il approcha la chandelle si près de moi que je tournai la tête de côté pour me garantir de la flamme. « Ah !» s'écria-t-il en riant, après avoir recommencé cette cruelle plaisanterie. « Les enfants brûlés craignent le feu. Le vieil Orlick a su que tu avais été brûlé. Le vieil Orlick a appris que tu voulais faire partir ton oncle Provis en contrebande, et le vieil Orlick, qui est un second toi-même, a su que tu viendrais ce soir. Maintenant je vais te dire quelque chose de plus, Lou, et ce sera tout. Il y a des gens qui ont été pour ton oncle Provis ce que le vieil Orlick a été pour toi. Qu'ils prennent donc garde à eux, quand il aura perdu son neveu, quand personne ne pourra trouver une seule loque des vêtements de son cher parent, ni un seul os de son corps. Il y en a qui ne veulent pas et ne peuvent pas souffrir que Magwitch, oui, je sais son nom, vive sur la même terre qu'eux, et qui l'ont connu quand il vivait dans un autre pays, qu'ils ne devaient pas et ne pouvaient pas quitter à leur insu sans les mettre en danger. Peut-être ce sont eux qui écrivent 50 écritures. Ce n'est pas comme ton faquin d'individu qui n'en écrit qu'une. Oui, nous connaissons Compeyson, Magwitch et les galères. Il approcha encore une fois la chandelle sur moi, enfuma mon visage et mes cheveux, et, pendant un instant, m'aveugla, puis il me tourna son large dos et replaça la chandelle sur la table. J'avais fait mentalement ma prière, et j'étais avec Joe, Biddy et Herbert avant qu'il se retournât vers moi. Il y avait un espace vide de quelques pieds entre la table et le mur opposé. Dans cet espace, il allait et venait continuellement. Sa grande force semblait redoubler pendant qu'il se mouvait ainsi, avec ses mains pendantes, lâches et lourdes, à ses côtés, et avec ses yeux furieux fixés sur moi. Il ne me restait pas le moindre espoir. Malgré la violence de mon agitation intérieure et la vigueur surprenante des images qui surgissaient en moi au milieu de pensées tumultueuses, je pouvais cependant comprendre clairement que, s'il n'avait pas été bien résolu à me faire périr dans quelques moments, à l'insu de tout être humain, il ne m'aurait jamais dit ce qu'il venait de me dire. Tout à coup, il s'arrêta, ôta le bouchon de sa bouteille et le jeta au loin. Tout léger qu'il était, je l'entendis tomber comme un plomb. Il avala lentement, en soulevant la bouteille par degrés, et alors il ne me regarda plus. Puis il versa les quelques dernières gouttes de liqueur dans le creux de sa main et les absorba avec une violence saccadée et en jurant horriblement. Il jeta ensuite la bouteille loin de lui, se baissa, et je vis dans sa main un maillet à manches longs et lourds. La résolution que j'avais prise ne m'abandonna pas. Sans lui adresser un seul mot d'inutile prière, je me mis à crier de toutes mes forces. Je ne pouvais remuer que ma tête et mes jambes, mais je me débattais avec toute la force que j'avais en moi et qui m'était jusque-là inconnue. Au même instant, j'entendis des cris répondant aux miens. Je vis des figures et un rayon de lumière se précipiter par la porte, et je vis Orlick se dégager du milieu d'un amas d'hommes, franchir la table d'un bond, comme une trombe, et disparaître dans l'obscurité. Après un certain temps, je revins à moi, et je me trouvai couché, dégagé de mes liens sur le plancher, la tête appuyée sur les genoux de quelqu'un. Mes yeux étaient fixés sur l'échelle dressée contre le mur. Ainsi, en reprenant connaissance, j'appris que j'étais encore à l'endroit où je l'avais perdu. Trop indifférent d'abord, même pour regarder qui me soutenait, je restais étendu regardant l'échelle, quand une figure vint se placer entre elle et moi. C'était la figure du garçon de Trabe. « Je crois qu'il est mieux, » dit le garçon de Trabe d'une voix douce. « Mais comme il est encore pâle, hein ?» À ces mots, le visage de celui qui me soutenait vint se placer devant le mien. Et je vis que celui qui me soutenait était mon ami. « Herbert ? Bon Dieu !»« Doucement, » dit Herbert, « doucement, Handel. Ne vous agitez pas. »« Et notre vieux camarade Startop !» m'écriai-je, comme lui aussi se penchait sur moi.
Souvenez-vous de l'affaire pour laquelle il va nous aider, dit Herbert, et soyez calme. Cette allusion me fit redresser. Mais la douleur que me causa mon bras me fit retomber. Le moment n'est pas passé, Herbert, n'est-ce pas? Quel jour sommes-nous? Depuis combien de temps suis-je ici? Car j'avais l'étrange et fatal sentiment que j'étais resté étendu là pendant longtemps, 1 jour et 1 nuit, 2 jours et 2 nuits, peut-être plus. Le moment n'est pas passé, nous sommes encore à lundi soir. Dieu soit béni. Et vous avez toute la journée de demain mardi pour vous reposer, dit Herbert. Mais vous ne cessez pas de gémir, mon cher Handel. Quelle blessure avez-vous? Pouvez-vous vous tenir debout? Oui, oui, dis-je, je puis marcher. Je n'ai d'autre blessure que la douleur que me cause ce bras. Ils le mirent à nu et firent tout ce qui était en leur pouvoir pour me soulager. Mon bras était considérablement enflé et enflammé. Je pouvais à peine supporter qu'on y touchât, mais ils déchirèrent leur mouchoir pour me faire de nouveaux bandages et le replacèrent soigneusement dans l'écharpe jusqu'à ce que nous puissions regagner la ville et nous procurer une lotion calmante pour mettre dessus. En peu de temps, nous eûmes fermé la porte de la maison de l'écluse, que nous laissions sombre et déserte, et nous repassions par la carrière pour rentrer en ville. Le garçon de Trabe, maintenant le commis de Trabe, marchait en avant avec une lanterne. C'était sa lumière que j'avais vue paraître à la porte, mais la lune était beaucoup plus haute que la dernière fois que je l'avais vue. Le ciel et la nuit, bien que pluvieuse, étaient beaucoup plus clairs. La vapeur blanche de la chaux passait devant nous. Pendant que nous marchions, et comme auparavant j'avais mentalement fait une prière, je fis alors une action de grâce. Suppliant Herbert de me dire comment il était venu à mon secours, ce que d'abord il avait positivement refusé de faire en me recommandant de rester tranquille, j'appris que, dans ma précipitation, j'avais laissé tomber la lettre anonyme dans notre appartement, où, en rentrant avec Startop, qu'il avait rencontré dans la rue, il l'avait trouvée très peu de temps après mon départ. Le ton de la lettre l'avait inquiété, surtout à cause du peu de rapport qu'il y avait entre ce qu'elle disait et les quelques lignes que je lui avais laissées. Son inquiétude croissant, au lieu de céder après un quart d'heure de réflexion, il était parti pour le bureau des voitures avec Startop, qui n'avait pas mieux demandé que de l'accompagner pour demander à quelle heure partait la première voiture. Voyant que la voiture de l'après-midi était partie, et trouvant que son inquiétude se changeait positivement en alarme à mesure qu'il rencontrait des obstacles, il avait résolu de partir en poste. Donc, Startop et lui étaient arrivés au Cochon Bleu, comptant m'y trouver, ou au moins avoir quelques nouvelles de moi. Mais ne trouvant rien du tout, ils s'étaient rendus chez Miss Havisham, où ils avaient perdu mes traces. Après cela, ils étaient retournés à l'hôtel, au moment sans doute où j'écoutais la version locale et populaire de mon histoire, pour prendre quelques rafraîchissements et se procurer quelqu'un qui pût les guider dans les marais. Parmi les personnes qu'ils trouvèrent sous la porte du Cochon Bleu se trouvait justement le garçon de Trabe, fidèle à son ancienne coutume de se trouver partout où il n'avait pas besoin d'être. Et le garçon de Trabe m'avait vu partir de chez Miss Havisham dans la direction de mon auberge. Le garçon de Trabe s'était donc fait leur guide, et ils étaient partis avec lui pour la maison de l'écluse, mais par le chemin de la ville au marais que j'avais évité. Tout en marchant, Herbert avait réfléchi que je pouvais, après tout, avoir été appelé là dans un but qui importait à la sûreté de Provis, et pensant que, dans ce cas, il ferait peut-être mal de me déranger, il avait laissé son guide et Startop au bord de la carrière, et s'était approché seul et sans bruit de la maison, 2 ou 3 fois, cherchant à s'assurer si tout se passait bien à l'intérieur. Comme il ne pouvait rien entendre que les sons indistincts d'une voix rude, ceci se passait pendant que mon esprit était tant occupé, il avait même fini par douter que je fusse là, quand tout à coup, il m'avait entendu crier de toutes mes forces. Il avait alors répondu à mes cris et s'était précipité dans la cabane, suivi de près par les 2 autres. Quand je dis à Herbert ce qui s'était passé dans la maison, il voulut aller immédiatement à la ville trouver un magistrat, malgré l'heure avancée, et obtenir un ordre d'arrestation. Mais j'avais déjà songé qu'une pareille démarche, en nous retenant et en nous empêchant de revenir, pourrait être fatale à Provis. Il n'y avait pas à contester cette difficulté, et nous abandonnâmes toute pensée de poursuivre Orlik pour le moment.
Dans ces circonstances, nous crûmes prudent de traiter légèrement la chose aux yeux du garçon de Trabe qui, j'en suis convaincu, aurait été fortement désappointé s'il avait appris que son intervention m'avait sauvé du four à chaud. Non pas que le garçon de Trabe fût d'une mauvaise nature, mais parce qu'il avait trop de vivacité non employée et qu'il était dans sa constitution de chercher de la variété et de l'excitation aux dépens des autres. En le quittant, je lui fis présent de 2 guinées, qui semblaient faire son affaire, et je lui dis que j'étais fâché d'avoir jamais eu une mauvaise opinion de lui, ce qui ne lui fit pas la moindre impression. Le mercredi était si près de nous, nous prîmes le parti de retourner à Londres le soir même, tous les 3 dans la chaise de poste, afin d'être déjà loin si l'aventure de la nuit venait à s'ébruiter. Herbert se procura une bouteille de mixture calmante pour mon bras, et, à force d'en verser sur ma blessure, pendant toute la nuit, il me fut possible de supporter la douleur pendant le voyage. Il faisait jour quand nous arrivâmes au temple. Je me mis au lit immédiatement, et j'y restai tout le jour. Je tremblais de tomber malade et d'être impotent pour le lendemain, et je m'étonne que cette crainte seule ne m'ait pas rendu incapable de rien faire. Cela fut arrivé sûrement, avec la fatigue et la torture morale que j'avais endurée, sans la force surnaturelle avec laquelle agissait sur moi l'idée du lendemain de ce jour, considéré avec tant d'inquiétude, chargé de telles conséquences et de résultats impénétrables quoique si proches. Aucune précaution ne pouvait être plus utile que d'éviter de communiquer avec Provis ce jour-là. Cependant, cela augmentait encore mon inquiétude. Je tressaillais à chaque pas, à chaque bruit, croyant que Provis était découvert et arrêté, et que c'était un messager qui arrivait pour m'en informer. Je me persuadais à moi-même que je savais qu'il était arrêté, qu'il y avait sur mon esprit quelque chose de plus qu'une crainte ou un pressentiment, que le fait était arrivé, et que j'en avais une mystérieuse certitude. La journée se passa, et aucune mauvaise nouvelle n'arriva. Comme le jour touchait à sa fin, et que l'obscurité tombait, ma crainte vague d'être retenue par ma maladie le lendemain s'empara de moi tout à fait. Je sentais battre mon bras brûlant et ma tête brûlante, et il me semblait que je commençais à divaguer. Je comptais jusqu'à des nombres élevés pour m'assurer de moi-même, et je répétais des fragments d'ouvrages que je savais en prose et en vers. Il arrivait quelquefois que, pendant un court répit de mon esprit fatigué, je m'assoupissais quelques instants et que j'oubliais. Alors je me disais en me réveillant en sursaut « Allons, m'y voilà, le délire s'empare de moi !» On me laissa très tranquille tout le jour. On tint mon bras constamment bandé et l'on me fit prendre des calmants. Toutes les fois que je m'endormais, je me réveillais avec l'idée que j'avais eue dans la cabane de l'écluse, qu'un long espace de temps s'était écoulé et que l'occasion de sauver Provis était passée. Vers minuit, je me jetai en bas de mon lit et fus trouver Herbert avec la conviction que j'avais dormi pendant 24 heures et que le mercredi était passé. C'était le dernier effort de mon excitation épuisée. Après cela, je dormis profondément. Le mercredi matin commençait à poindre quand je regardais par la fenêtre. Les lumières qui vacillaient sur les ponts avaient déjà pâli, le soleil levant était comme un lac de feu à l'horizon. Le fleuve encore sombre et mystérieux était coupé par les ponts qui prenaient une teinte grise et froide, et çà et là, à la partie supérieure, une touche chaude renvoyée par le ciel en feu. Comme je regardais cet amas de toits, de tours d'église et de flèches s'élevant dans l'air, plus clair que de coutume, le soleil se leva, un voile parut tout à coup être enlevé de dessus la rivière, et des millions d'étincelles parurent à sa surface. De moi aussi, il me semblait qu'on avait tiré un voile, et je me sentais vaillant et fort. Herbert était endormi dans son lit, et notre vieux camarade d'études était endormi sur le sofa. Je ne pouvais pas m'habiller sans l'aide de quelqu'un, mais je ranimais le feu qui brûlait encore, et je leur préparais du café. Bientôt mes compagnons se levèrent, vaillants et forts aussi, et nous laissâmes entrer par les fenêtres l'air vif du matin, et nous regardâmes la marée qui montait encore vers nous. « Quand l'aiguille sera sur 9 heures, dit Herbert avec entrain, attention à nous, et tenez-vous prêts, vous, là-bas, au moulin du bord de l'eau. »